Et donc, voilà. Donc, ça enregistre. Il y a encore d'autres personnes qui arrivent, super. Le plan, c'est que peut-être pour un peu de sobriété numérique et aussi pour pas qu'il y ait d'interférences, vous coupiez vos caméras et puis vos micros, ce qui n'empêchera pas du tout de prendre la parole et puis d'intervenir aussi dans le chat. Et ce qui serait super, ce serait que vous preniez le temps de vous présenter dans le chat en disant qui vous êtes et puis d'où vous venez. Ça nous permet aussi, nous, de nous rendre compte de qui participe à ces webinaires. Euh, et ensuite, si ça veut bien passer. Et pourquoi? Et voilà. Donc ça, c'est vous. C'est pour vous présenter ce que vous pouvez faire. Hop là. Et on dit bonjour aux Pyrénées catalanes et puis à la compagnie du Mont Blanc. Ces webinaires-là, comme certains l'ont compris et ceux qui nous rejoignent ne savent pas encore, l'idée, c'est qu'on provoque des initiatives sur les territoires et qu'on vous accompagne dans le changement. Et en fait, on s'est dit, dans le cadre du programme Montagne Zéro Déchet, qu'il serait important d'amener de l'expertise sur certains déchets qu'on retrouve en montagne, avec vous notamment quand vous êtes présent sur les ramassages, et puis ces déchets qu'on partage lors de nos bilans, et quand on fait des diagnostics de pollution, on partage à la fois des expertises sur le déchet et sa notion en général, et aussi qu'on invite des experts qui sont bien meilleurs que nous sur, par exemple, les impacts qu'ont ces déchets, et qu'on invite aussi des personnes du territoire qui ont mis en place des solutions. C'était le cas le mois dernier sur le mégot, pour que ça puisse inspirer et provoquer peut-être la mise en place d'initiatives sur vos territoires. Typiquement, le mois dernier, on a parlé du domaine skiable sans mégot déjet, pour exemple. Et puis là, aujourd'hui, on parlera des arcs qui donc ont innové sur la question du plastique. Ce webinaire, il est là donc pour Montagne Zéro Déchet tous les 2 mois et pour le Flocon Vert tous les 2 mois aussi. Donc, ça s'entrecroise. Tous les mois, vous avez le droit à un webinaire Mountain Riders avec des thèmes différents. Ça reste le jeudi de 14h à 15h30. Et donc, pour ce qui concerne le projet Montagne Zéro Déchet, l'idée, c'est de garder le focus sur un déchet. On a déjà parlé du mégot, aujourd'hui du plastique. Le prochain, en février, il concernera le lien entre la pollution en montagne et puis le cycle de l'eau. Après, on parlera en avril de la consigne et puis enfin en juin d'économie circulaire parce qu'on est sur un territoire très dynamique sur ce sujet. Et donc, si on embraye aujourd'hui sur le webinaire qui nous intéresse, le plan de vol, c'est qu'on vous partage l'objectif montagne zéro déchet sauvage en 2030 parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, je vois qu'il y a plein... Ah, c'est trop bien, il y a plein de messages. Émilie, tu voudrais bien me charger de répondre aux messages, histoire que j'ai pas... Trop bien, merci. Si jamais il y a des questions. Et qu'on vous partage donc le bilan montagne zéro déchet sauvage à travers le prisme du plastique. Ensuite, qu'il y ait l'apport de nos experts et après qu'on prenne le temps d'échanger autour des questions que vous vous posez et que vous voulez peut-être poser aussi aux personnes qui sont présentes. Et donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Il y a l'équipe Montagne Zéro Déchet qui sera là pour vous répondre sur le moment. Mountain Riders, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais aller assez vite parce que je pense que beaucoup nous connaissent maintenant. Une asso qui a plus de 20 ans, qui compte 16 salariés aujourd'hui. Et nous, on fait de l'éducation à la transition écologique en montagne, donc sur tous les massifs français. On parle de transition à beaucoup d'acteurs. Et le prisme, c'est sensibiliser sans moraliser. Donc nous, on veut que le changement soit une démarche positive, collective et qu'on essaye qu'on vous aide à provoquer des initiatives concrètes et qui ont des impacts sur les territoires ou qui réduisent les impacts qu'on a déjà sur nos territoires. Les 3 grands projets sur lesquels vous nous retrouvez principalement et que vous connaissez, je pense, c'est le Flocon Vert, donc la démarche labellisante qui enclenche le changement sur les territoires de montagne, Montagne Zéro Déchet dont on va parler, et puis le projet Éducation et Formation qui propose des interventions publics adultes, plus jeunes, etc., autour de l'environnement qui nous entoure. Ça, c'est les grands chiffres que vous pourrez retrouver également sur notre rapport d'activité, donc qui donne ce qui se passe dans les 3 projets, les destinations labellisées Flocon Vert, ce qu'on propose comme projet
au niveau de l'éducation et puis la partie ramassage et bilan montagne zéro déchet. Et du coup, si on revient sur le focus de notre projet montagne zéro déchet, eh bien, je laisse la parole à Émilie. Effectivement, le programme Montagne Zéro Déchet, j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent. Il y en a quand même certains qu'on ne connaît pas. Donc, bienvenue à ceux avec qui on n'a pas encore été, on va dire, directement en relation. Donc, Montagne Zéro Déchet, c'est un programme que l'association Mountain Riders porte depuis 22 ans maintenant. Donc, c'est vraiment, on va dire, une opération et la partie ramassage qui existe depuis le début et l'origine de l'association Mountain Riders. Et en fait, ce qu'on a pu observer depuis ces 22 dernières années, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse massive, ou en tous les cas significative et ou mesurée de la pollution sauvage en montagne. Et donc, Mountain Riders s'était fixé comme objectif en 2020, enfin il y a 3 ans, d'atteindre zéro déchet sauvage en 2030. Donc, il y a vraiment eu une date, on va dire, et un objectif quantitatif de baisse de la pollution sauvage. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est en fait concrètement de faire en sorte que cet objectif ne soit pas qu'un objectif de notre association, mais que ça devienne l'objectif de vraiment l'ensemble des acteurs de la montagne. Donc voilà, on vous invite bien évidemment à prendre part, et je sais que c'est déjà le cas voilà, sur vos territoires, mais vraiment l'objectif, voilà, c'est qu'on a réussi à transformer l'objectif montagne zéro déchet en une charte nationale. Donc, concrètement, en fait, qui permet de donner du sens, de donner du contenu, de donner des objectifs concrets fixés sur la réduction des déchets sauvages à la source. Donc, le 16 mars dernier, on a signé avec 18 parties prenantes, dont l'ensemble des filières de la montagne, que ce soit les acteurs économiques ou, on va dire, politiques de la montagne, à atteindre zéro déchet sauvage en 2030. Alors, je ne sais pas, peut-être sur la slide d'après, Margot. Alors, attends. On t'entend pas. Ouais, si, c'est bon. Donc voilà, donc là, vous avez l'ensemble des acteurs qui se sont engagés aujourd'hui pour atteindre zéro déchet sauvage en 2030. Donc en fait, il y a bien l'ensemble des acteurs politiques comme donc l'Association nationale des maires des stations de montagne, l'Association nationale des élus de montagne, le ministère aussi du tourisme et les régions, notamment sud de qui se sont engagés vraiment en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'à l'échelle des filières de la montagne, cet objectif zéro déchet sauvage soit concrètement mis en œuvre au niveau local. Donc, il y a des acteurs comme voilà, Domaine Skiable de France, Union Sport et Cycle, le syndicat des moniteurs de ski qui se sont engagés à faire en sorte que l'ensemble de leurs adhérents, donc en fait la charte et les plans d'action de réduction de déchets sauvages à la source vont être diffusés par l'ensemble de ces filières pour que vous, à l'échelle locale, que ce soit les sociétés de remontée mécanique ou que ce soit effectivement les offices de tourisme ou les communes, vous vous engagez dans un plan de réduction à la source. Donc voilà, on a défini 3 priorités. Réduire les déchets, c'est notre objectif numéro 1. Sensibiliser le grand public comme les salariés ou on va dire la population locale. Et puis après, collecter et évaluer. Pour nous, c'est extrêmement important de bien comprendre que quand on dit et quand on met en place une charte nationale montagne zéro déchet sauvage en 2030, c'est pas qu'un affichage, c'est pas qu'une charte avec un vœu pieux. On va vraiment mesurer chaque année si oui ou non on arrive à réduire nos déchets sauvages à la source. Cette première année, la 2023, qui est vraiment le lancement de cette opération nationale fédératrice pour 7 ans. Donc en fait, là, on a vraiment arrêté les chiffres à cette année et à partir de l'année prochaine, on espère déjà avoir moins 10% de déchets par rapport à cette année. Donc là, on est vraiment dans un objectif de réduction de déchets sauvages à la source. C'est vraiment l'objectif, c'est pas seulement que de ramasser, mais le ramassage nous permet juste de cerner si oui ou non on constate une baisse. Le ramassage nous permet de cerner les déchets sur lesquels il faut qu'on travaille pour les stopper.
Donc, en fait, il y a vraiment cet objectif de réduction qui nous anime et sur lequel on souhaite vraiment vous embarquer, voilà, à travers notamment ces webinaires. Donc, en fait, concrètement, hein, vous allez très prochainement recevoir, que vous soyez commune, que vous soyez office de tourisme, que vous soyez domaine skiable. Là, on est vraiment dans les starting blocks. Toutes les filières se sont engagées. On a défini avec eux des plans de réduction de déchets sauvages à la source. Et donc là, vous devriez recevoir, alors, entre décembre et janvier, la proposition auprès de votre syndicat de rattachement, donc DSF pour le domaine skiable, l'ANMSM et l'ANEM pour les communes. Voilà, vraiment signer la charte en tant que collectivité et mettre en place un plan de réduction. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Margot pour la suite de ce sujet. Ça marche mieux avec le son. Petit aparté aussi pour faire le lien avec le flow vert, si la diapo veut bien revenir, pour ceux qui sont labellisés, qui sont en cours, qui envisagent de rentrer dans la démarche, la question des déchets, elle fait partie aussi du cahier des charges. C'est le critère numéro 20. Dedans, on a la partie, ça inclut à la fois la gestion des déchets, leur valorisation, et puis aussi ce qui touche à la sensibilisation et à la lutte contre le déchet sauvage. Donc, il y a bien un lien entre ces deux projets. D'ailleurs, il y a aussi un lien entre la charte montagne zéro déchet et puis la charte des acteurs engagés. Donc, si vous êtes engagé, si vous souhaitez vous engager dans la démarche, n'hésitez pas à venir nous voir parce que il y a des vases communicants et il y a des projets communs et il y a complètement moyen de travailler sur ces différents tableaux. Là, l'idée, c'est qu'on fasse un zoom sur le plastique. D'abord, je vais prendre la parole pour apporter un peu de contenu. Ensuite, on aura 3 interventions d'experts que je vais présenter. Et c'est une partie qui est plutôt descendante. Et puis l'idée, c'est qu'après, on laisse du temps pour l'échange. Si jamais vous avez des questions, l'idée, c'est que vous puissiez vous projeter sur les solutions qui sont proposées sur vos territoires et sur en fait ce sur quoi vous avez le pouvoir et les moyens d'agir dans votre job, que ce soit au niveau du domaine skiable, de commerce, de communes, etc., d'associations. Donc, je vous invite bien à noter vos questions, si vous en avez, dans le chat ou à part, pour pouvoir les poser pendant le temps de l'échange. Le plastique, que certains connaissent bien, nous, on l'évalue pendant nos ramassages. Donc là, cette année, on a comptabilisé 70 ramassages avec caractérisation sur la saison de ramassage 2023. Donc l'idée, c'est qu'on avait autour de 4000 bénévoles et ça nous a donné 15 tonnes de déchets sauvages. 15 tonnes, donc c'est un peu plus que l'année passée. C'est des chiffres qui, pour plein de raisons, ne sont pas comparables, hein. On ne parle pas toujours des mêmes domaines skiables, on ne parle pas de la même proportion qui est ramassée, du même nombre de ramasseurs. Donc, l'idée, c'est pas de comparer les deux, mais c'est de se rendre compte qu'on est sur le même ordre de grandeur, en revanche. Et surtout de remarquer que c'est des ramassages qui sont faits avec caractérisation. Ça veut dire que tous ces ramassages-là ont donné lieu à un diagnostic de pollution. Et ces 15 tonnes, si on les met au regard de tous les ramassages qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire sur tous les domaines skiables, en ramassant tout le domaine skiable et en pondérant par les tailles, enfin la fréquentation des stations concernées, ça nous donnerait 250 tonnes de déchets sauvages qu'on trouverait en montagne française. Ça, c'est juste pour se donner un ordre de grandeur de contre quoi on se bat. Alors, c'est pas l'océan, c'est pas les villes, ça reste conséquent et à la fois, ça reste possible à réduire. C'est aussi ça qui nous motive. Euh, et là-dedans, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un quart de plastique. Et alors, quand on dit un quart, c'est pas tout à fait un quart parce que la première chose, c'est qu'il y a une partie, là, tous les déchets autres, là, les 21,1%, qui sont des déchets qui ne sont pas caractérisés, soit parce qu'ils sont trop souillés, soit parce qu'on se retrouve avec peut-être une tonne de déchets et donc ils passent à la trappe où on n'arrive pas à les identifier. Ce que ça montre, c'est que déjà, le plastique fait partie du déchet qu'on retrouve le plus et on pourra retrouver encore plus que ce qu'on croit. C'est à la fois notre principale source de pollution en montagne et à la fois quand on regarde nos objets de consommation, enfin nos consommations en général, c'est aussi ce qui est le plus présent. Donc jusque-là, c'est corrélé. Ce qu'on remarque pendant les ramassages, c'est que on trouve du plastique, mais dans tous les matériaux, tous les usages. Donc c'est assez différent, c'est assez varié. En l'occurrence, on le verra après, le plastique vient du skieur, du domaine skiable, pardon,
vient aussi des restaurateurs, des écoles de ski, etc. Puis il y a vraiment du BTP, il y a vraiment tout le monde est concerné et c'est aussi pour ça que tout le monde a un bout de la solution. On ne se bat pas contre des murs et on ne se bat pas tout seul. 24%, encore une fois, c'est ce qu'on a su identifier et c'est aussi ce qu'on a capté pendant les ramassages. Donc, ça veut dire que cela n'est pas tout. Et on a aussi compté les fragments de plastique. Ce qui est un problème pour nous. Oula, il y a un petit problème dans la slide, mais c'est bien 2023. Là, les 3400 fragments de plastique, ça veut dire que c'est des fragments de plastique, c'est ce qu'on n'a pas su identifier. On ne sait pas d'où ça vient. On sait identifier les lieux desquels ils viennent. Certains sont transportés par l'eau. On les trouve aux abords des résidences, des domaines skiables, des remontées mécaniques, des chalets, des aires de pique-nique, etc. C'est du plastique, on ne sait pas dire précisément ce que c'est, on ne sait pas dire précisément d'où il vient. On sait que le chiffre est sous-estimé, parce que compter les fragments de plastique au milieu de centaines de kilos de déchets, c'est un petit peu fastidieux. Et ça nous montre aussi que l'indicateur poids qui est utilisé lors des ramassages, il est pas suffisant. Il ne montre pas l'ampleur de la pollution et notamment la micropollution. Parce que ce qu'on va voir, c'est que le plastique, on a du mal à le ramasser on ne peut pas le ramasser quand c'est du microplastique et en fragments, on a tendance à en perdre. Ce plastique qui n'est pas identifié, on a quand même des indices sur d'où il vient parce qu'une partie de nos déchets indicateurs, donc pour ceux qui connaissent nos procédures pendant le ramassage, il y a une partie des déchets qu'on compte. Et ce qu'on voit, c'est que là, ces déchets qu'on compte, il y en a un petit paquet qui sont en plastique. Voilà, les emballages alimentaires, les bouteilles, le polystyrène, les cartes d'hôtel, les tuyaux. Donc ça remontre encore une fois que ça touche tout l'écosystème montagne et toutes les filières. Et donc, on peut se dire que déjà, ces fragments de plastique, il y en a une partie qui viennent de ces activités-là et que donc, finalement, on en connaît la provenance. Et donc, on a moyen de les faire disparaître. C'est la première chose. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'autant les encombrants, c'est facile à voir, c'est facile à enlever. Les fragments de plastique, on en trouve. Ouh là là, le diaporama a fait un peu n'importe quoi. Désolée. Ce que dit cette slide, c'est que le poids, donc, qui est l'indicateur le plus regardé des ramassages, ne montre pas les fragments de plastique et de microplastique. Donc, on n'a pas finalement, avec le poids, une mesure suffisante de l'ampleur de la pollution par les déchets sauvages en montagne. Ce qu'on voit sur l'image ici, c'est que dans tous les déchets donc, que vous pouvez voir, tous ceux qui mettent le plus de temps à se dégrader, donc ceux qui sont plutôt sur la partie gauche, il y a du plastique. Il y a du plastique dans les emballages alimentaires. Il y a du plastique dans le polystyrène, dans les sacs plastiques, etc., dans les bouteilles, dans tout ce qui touche aux matériaux de construction. Et donc, c'est ceux-là qui, en temps, font partie des plus délétères. Ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, le microplastique a été avant un fragment de plastique et avant un déchet. Donc, autant on n'a pas la main sur un microplastique, enfin, peut-être que les experts plus tard me contrediront, mais on a du mal à ramasser et à dépolluer du microplastique. Si on supprime, si on coupe le robinet plus tôt, on a moyen de réduire. Puisque le microplastique, finalement, ça vient de l'érosion de nos déchets. Et que donc nos déchets en eux-mêmes, on a moyen de les réduire à la source. Et c'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que certains se sont déjà engagés dans des plans de réduction à la source. Les chiffres qui font réagir, l'idée, c'était de vous donner quelques ordres de grandeur. On a dit à une époque que le plastique, c'était fantastique pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes dans les océans. C'est 4 fois, je ne sais plus compter. C'est 4 fois le poids de la biomasse. Donc aujourd'hui, on pèse 4 fois plus lourd en tonnes en plastique qu'en masse vivante sur Terre. Et en 2050, on va arriver à un stade où il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Voilà, ça c'était la partie un peu choc, mauvaise nouvelle si on avait besoin, si certains avaient besoin d'être encore convaincus du problème que pose le plastique. En tout cas, ça pose le cadre dans lequel s'inscrit le projet. Même si en montagne, on est quand même préservé par rapport à d'autres milieux, on s'attaque à ces conséquences-là. Pour donner quelques éléments qui sortent vraiment du cadre montagne, on sait que le plastique, c'est un problème à chaque étape de son cycle de vie. C'est un problème, on est exposé aux substances chimiques qui viennent du plastique, donc perturbateurs endocriniens et autres, de la production, donc quand il faut extraire les matières premières qui en général sont issues de l'industrie pétrochimique, c'est 99% du plastique qui vient des combustibles fossiles, donc on n'est même pas sur du recyclage. Il y a des substances qui sont relâchées dans l'air,
dans l'eau, on expose les personnes qui s'occupent de cette extraction. Quand on raffine et qu'on fabrique le plastique, même chose, on libère des substances cancérigènes. Les produits de consommation, ils ont tendance à se dégrader. Les emballages, même chose. À chaque fois, on libère en fait des particules microscopiques de polluants qui sont cancérigènes ou soupçonnés d'eux, qui sont perturbateurs endocriniens et qui créent également des déchets donc, qui ne sont pas néfastes que pour l'être humain. C'est quelque chose qui se disperse. La gestion des déchets du plastique, elle émet des métaux lourds parce qu'on passe encore beaucoup par la combustion et ou par l'enfouissement. On expose les travailleurs, on expose les générations futures, nous. Enfin, je fais un tableau qui est assez noir et qui est très rapide, mais c'est juste pour se rendre compte qu'en fait, c'est le plastique, la solution, c'est pas juste une histoire de recyclage, en fait. On n'arrête pas d'émettre des substances toxiques et des microplastiques et un paquet d'éléments qui sont dangereux et pour nous et pour notre environnement. Après ça, en plus, le microplastique, ça reste quelque chose de très volatile, donc il va se déposer partout, même au niveau des endroits qu'on pensait préserver. Petit teaser pour les lacs d'altitude dont on parlera tout à l'heure. Et donc, sur la partie environnement, eh ben, on sait très bien que le plastique va perturber les chaînes alimentaires, va perturber les sols, va perturber l'eau, qu'en plus, avec le lessivage, tout ce qui touche aux encres et aux particules de microplastique qui partent avec l'eau et la pluie sont encore plus dispersées. Et donc, tout ça, c'est en plus, il y a beaucoup d'études et de recherches parce que ça, c'est une étude du ciel, là, du centre qui se bat pour avoir une loi environnementale au niveau international. C'est aussi un centre qui reconnaît que nos connaissances en matière de plastique sont encore incomplètes sur les conséquences précises qu'on pourrait avoir sur nos organismes. Donc en fait, ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du collectif On est prêt, qui a sorti une campagne psychoplastique, la malade de plastique. Des personnalités assez connues, type la chanteuse Pomme, il y avait l'actrice Lucie Lucas aussi, se sont fait tester les cheveux alors, ils ont testé pour des perturbateurs endocriniens notamment. Et en fait, ils ont découvert qu'ils étaient tous, donc sur une liste il me semble, de 12 additifs. Ils en avaient tous entre 6 et 10 dans les cheveux. Là-dedans, on a Lucie Lucas, par exemple, c'est une militante pour le climat. Donc, c'est des personnes qui, déjà, essayent de s'éloigner du plastique, de faire attention dans leur quotidien. Et en fait, on retrouve quand même dans les cheveux humains ces substances. Ça interroge sur, même quand on fait attention, qu'on essaie de s'éloigner, on est touché. Aujourd'hui, le plastique, il y en a partout. Et d'ailleurs, il y a Nathalie Gontard, que certains connaissent peut-être, qui est elle est chercheuse en sciences des emballages. Et elle a été ou elle est toujours d'ailleurs directrice à l'INRAE, l'institution de recherche pour l'agriculture et l'environnement, et l'alimentation, d'ailleurs, pardon. C'est elle qui a mis en évidence et qui insiste sur le fait que on a 4 à 5 fois plus de plastique sur Terre que d'animaux et que la substance plastique étant partout, le recyclage n'est pas une solution. Déjà parce qu'elle estime que 98% de ce qu'on appelle du recyclage, c'est juste du décyclage. Donc en fait, on stocke juste le plastique ailleurs. Et elle insiste beaucoup sur les émissions dont j'ai parlé tout à l'heure à tous les niveaux du cycle de vie du plastique. Voilà, ça, c'est le contenu que moi, je pouvais vous apporter en tant que citoyenne et membre de Mountain Riders, mais on a des personnes aujourd'hui qui sont là et qui sont beaucoup plus calées que nous pour vous en parler. Donc d'abord Julia Dussosi qui va nous parler de ses travaux. Ensuite, on aura Marie-Clémence Vallier pour les arcs et puis enfin une intervenante qui nous vient de Citeo. Julia, est-ce que tu veux partager ta présentation? Ah, je suis désolée, j'ai pas préparé de présentation, ce sera juste oral. Non, non, mais très bien, parfait. Je me suis trompée, mais c'est comme ça, on reste là-dessus. Si j'arrête de faire défiler les slides dans le bon sens. Voilà, tu peux y aller, pardon. Super, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julia Dussosi, docteur en biodiversité, écologie et environnement. Et j'ai réalisé mon doctorat au sein du laboratoire EDITEM, qui est situé sur le campus du Bourget-du-Lac et qui dépend de l'USMB, donc l'Université Savoie-Mont-Blanc, et également le CNRS. J'ai réalisé cette thèse entre 2020 et 2023, donc c'est tout récent. Et mes travaux de recherche portaient sur la problématique de la pollution aux microplastiques,
des lacs périalpins et alpins, avec notamment l'étude des lacs du Bourget et d'Annecy, et également l'étude d'un lac d'altitude, le lac Merlet supérieur. Alors aujourd'hui, je vais axer cette présentation sur la pollution des lacs d'altitude par les microplastiques, avec tout d'abord les résultats de mes travaux sur le lac Merlet supérieur. Et je vous parlerai ensuite d'une autre étude qui a été réalisée par une équipe du laboratoire Editem sur la problématique des microplastiques en station de ski. Donc, je pense que ça va vous intéresser. Alors, avant de vous exposer ces résultats, il est important de savoir qu'un microplastique, aujourd'hui, il est défini comme une particule de plastique de taille comprise entre 1 micromètre et 5 millimètres. Ces particules, elles peuvent avoir deux origines. Alors, soit une origine primaire, c'est-à-dire que les particules sont fabriquées directement sous leur forme Non, j'ai pas de son. comme les granulés, par exemple, qui peuvent être utilisés dans certains exfoliants cosmétiques. Ou alors, ces microplastiques qui peuvent avoir une origine secondaire, c'est-à-dire que les particules vont être issues de la fragmentation de macrodéchets, de macroplastiques, comme par exemple des bouteilles en plastique abandonnées, ou encore les particules d'usure de pneus qu'on considère aujourd'hui aussi comme des microplastiques. Alors, un microplastique, il est composé de polymères, mais également d'additifs. Polymères, donc ça va être du polypropylène, du polyéthylène, du polystyrène, etc. Et des additifs qui peuvent être potentiellement toxiques pour l'environnement, comme les phtalates, qui sont parfois utilisés en tant que plastifiants, ou encore le bisphénol A, qui est utilisé en tant qu'intermédiaire de synthèse, qui est donc un perturbateur endocrinien. Alors, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai étudié donc un lac d'altitude, le lac Merlet supérieur. Peut-être que vous le connaissez, il est situé dans le parc national de la Vanoise, au-dessus de Courchevel, à un peu plus de 2500 mètres d'altitude. Il a un bassin versant qui ne présente pas d'activité humaine. Et donc, le premier objectif sur ce site, sur ce lac, était de réaliser un état des lieux de la contamination aux microplastiques, en étudiant notamment l'eau de surface de ce lac, c'est-à-dire les 30 premiers centimètres à la surface du lac, et également le sédiment lacustre. Les résultats donc, de mes travaux ont montré en moyenne, il y avait une concentration moyenne dans l'eau d'une dizaine de microplastiques par mètre cube d'eau. Et dans le sédiment, de plus de 2000 microplastiques par kilogramme de sédiment. À titre d'exemple, les lacs périalpins du Bourget et d'Annecy ont montré une concentration moyenne 3 fois supérieure dans l'eau et 1 fois supérieure dans les sédiments. Donc, ces concentrations, elles ne sont pas significativement différentes entre les lacs d'altitude et les lacs de plaine. Et donc, ce qui peut être assez étonnant, donc le second objectif, c'était de comprendre la provenance de ces microplastiques, l'origine de ces microplastiques. Sur le site du lac Merlet, qui est éloigné de toute activité humaine directe, j'ai installé pendant plusieurs périodes de temps, plusieurs années, ce qu'on appelle des jojowen. Ce sont des collecteurs de retombées atmosphériques qui sont en fait des grands entonnoirs métalliques et qui permettent de collecter la pluie, la neige, les dépôts depuis l'atmosphère. Et grâce à ce système, j'ai constaté des flux de microplastiques importants, avec en moyenne une quinzaine de microplastiques qui se déposent par mètre carré et par jour depuis l'atmosphère. Donc ces travaux, ils ont permis de mettre en lumière que les retombées atmosphériques constituent une source majeure de microplastiques au niveau des lacs d'altitude, et c'est aussi le cas pour les lacs périalpins de plaine. Par contre, pour les lacs du Bourget et d'Annecy, en plus de ces retombées atmosphériques, il y a bien sûr d'autres sources majeures de microplastiques qui ont été révélées par ces travaux, notamment les eaux résiduaires urbaines ou encore les eaux pluviales. Voilà. Alors, malheureusement, il est impossible d'agir de manière directe sur les retombées atmosphériques, vous vous en doutez un petit peu. On ne va pas fixer des filets filtrants au-dessus des lacs ou quoi que ce soit. Mais par contre, on peut agir de façon indirecte, tout simplement en réduisant notre consommation de plastique vraiment à l'essentiel, et notamment réduire tout ce qui est emballage ou encore textile.
À titre d'exemple, pour le textile, une alternative aux fibres synthétiques plastiques qui sont très volatiles, comme le polyamide, le polyester, le polyéthylène terephthalate, dit aussi PET, ça peut être tout simplement la laine mérinos. Voilà. Alors, pour continuer sur le sujet des microplastiques en montagne, je vais maintenant vous parler d'une étude réalisée par une équipe du laboratoire Editem et également l'association Aquality, qui ont analysé les bâches utilisées en station de ski dans le cadre du snow farming. Alors, certains connaissent certainement cette pratique. Cette pratique de snow farming, elle consiste à installer des bâches durant l'été afin de réduire la fonte de la neige. Ça va permettre une réouverture précoce des stations de ski. Et l'efficacité de cette méthode, elle se traduit par une diminution de la vitesse de fonte de la neige jusqu'à 1/3 de sa vitesse normale. Et donc, ce procédé, il est particulièrement bénéfique au niveau des téléskis pour garder une couche de neige confortable. Alors, l'étude, elle a porté sur l'impact potentiel de 3 types de bâches sur la contamination au microplastique. Tout d'abord, une bâche en PVC, donc du polychlorure de vinyle. Ensuite, une bâche en polypropylène, PP, et une bâche dite biodégradable à partir de cellulose. Alors, tout d'abord, la bâche en PVC, c'est similaire à ce qu'on peut trouver pour les camions. Elle est peu appréciée, cette bâche en PVC, par les stations de ski, car sa surface, elle est lisse, et donc elle est propice au glissement. Ce type de bâche, il produit assez peu de microplastiques, mais par contre, en cas de mauvaise utilisation, alors notamment lors des manipulations sous des conditions défavorables comme le gel, la bâche, elle peut entraîner la libération de microplastiques. Ensuite, le deuxième test, donc c'est sur la bâche en polypropylène, PP. C'est une bâche qui est tissée et qui ressemble à un tissu. Celle-ci, elle est appréciée par les stations de ski pour sa facilité de mise en place. Mais par contre, elle libère une quantité significative, une quantité importante de macroplastiques, donc de déchets plastiques d'une taille supérieure à 5 mm, sous forme de boulettes, mais aussi de microparticules, de microplastiques, donc des particules d'une taille inférieure à 5 mm. Et enfin, le troisième type de bâche, c'est la bâche dite biodégradable à partir de cellulose. Alors, bien qu'elle n'émette pas de plastique, des tests écotoxicologiques ont été réalisés par une start-up qui s'appelle Biomay sur des gamars qui sont des crustacés et ont révélé une diminution du succès de reproduction des gamars exposés à l'eau de lessivage de ces bâches. C'est en fait lié au relargage dans cette eau de lessivage de bâche de certains composés chimiques qui sont initialement présents dans la bâche, notamment des biocides ou encore des retardateurs de flamme. Et ces produits nocifs sont en fait ajoutés lors de la fabrication de la bâche en cellulose pour améliorer sa résistance dans l'environnement et se rapprocher de celle des bâches en PVC ou en polypropylène. Et ce sont en fait les fameux additifs dont j'ai parlé au début de la présentation. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de solution miracle actuellement. Les bâches en PVC, malgré certaines préoccupations, elles semblent être parmi les moins problématiques. Mais une utilisation inappropriée de ces bâches peut toujours entraîner l'émission de plastique sous forme macro ou micro. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette courte présentation vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur la problématique de la pollution plastique en montagne. Et n'hésitez pas tout à l'heure à me poser vos questions. Merci. Super. Merci beaucoup, Julia, pour ton intervention et ta disponibilité. Marie-Clémence, si tu veux bien venir nous parler de ce qui se passe aux Arcs. Tout à fait, je suis là. Pour le Et coup, moi, je c'est vais. toi qui peux partager. Voilà, c'est ça, c'est moi qui partage mon écran.
Hop, partager. Ah, génial. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ouais, c'est bon, on te voit. Super. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de deux initiatives qui ont été prises par les ARC. La première initiative qu'on a mise en place, c'est la mise en place de l'eau des Arcs, avec comme slogan "Pourquoi aller boire ailleurs?". L'idée, c'était de proposer à nos visiteurs en fait une alternative aux bouteilles d'eau en plastique sur le domaine. Donc, j'ai mis un extrait de notre plan des pistes. On ne le voit pas très bien, mais à certains endroits, on a une petite goutte d'eau bleue à côté des éléments du local ou de la salle référencée. Et en fait, c'est les endroits où on a mis à disposition des fontaines à eau sur le domaine skiable. Et tout ça, concrètement, en fait, ça nous a permis de mettre en place une campagne en collaboration avec l'Office du tourisme des Arcs Bourg-Saint-Maurice, mais également la mairie. C'est vraiment une action flocon vert pour nous, qui du coup nous a permis d'inclure les sociopros en proposant la commercialisation de gourdes floquées aux couleurs de l'eau des Arcs. Je crois qu'il y a une trentaine de magasins partenaires. Et je vous laisse avec la petite vidéo qui avait été faite pour l'occasion. Comme on l'a vu dans la vidéo, c'est aussi une idée qui nous a été soufflée par nos visiteurs et par les personnes qui sont sensibles à cette problématique. Au moment de notre labellisation Flocon Vert, on avait lancé une consultation en fait publique et ça faisait partie des idées qui ressortaient et des pistes de réflexion qu'on pouvait avoir. Donc, ce projet-là a été mis en place pour l'hiver 2021. Le bilan à date, sur le domaine skiable, on a 6 fontaines à eau qui sont disponibles à différents endroits. C'est environ 25 mètres cubes d'eau qui ont été distribués depuis la mise en place de l'opération, soit environ 5000 bouteilles de 50 centilitres en plastique évité. Et la suite de cette démarche, elle va plutôt s'orienter vers les infrastructures communales avec la mise en place de fontaines à eau du même type dans les gares routières et autres pour que petit à petit on propose à nos visiteurs d'avoir différents endroits où ils peuvent remplir une gourde plutôt que d'acheter une bouteille d'eau en plastique. La deuxième initiative, elle est plutôt au niveau des jalons de piste. Pour le coup, historiquement, les différents directeurs de services des pistes qui se sont succédés sur le domaine n'ont jamais été favorables à la mise en place de jalons autres qu'en bois. Historiquement, c'était des jalons en châtaignier français, mais la fabrique a fermé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ces jalons en châtaignier français ont été remplacés par des jalons en bambou, malheureusement, qui viennent de l'autre bout du monde, qui viennent du Vietnam. Et pour les balises, ça s'est succédé, il y a eu différents courants, on va dire, au niveau des balises. On a eu des balises en bois, puis des balises en métal, et aujourd'hui, on est sur des supports et des balises qui sont en polycarbonate. Aujourd'hui, petite nouveauté pour 2023, on a trouvé, notre directeur du service des pistes, Philippe Janin, s'est vraiment intéressé à la question et il a trouvé une filière de jalons en noisetier qui proviennent des Pyrénées, alors pas français mais espagnols. On va tester ça cet hiver, ce sera une première, en sachant que la capacité par contre du fournisseur est vraiment toute petite en fourniture.
Et sur les balises, on va tester des balises en polycarbonate recyclées et recyclables, fournies par un fournisseur français là également. Là-dessus, ça va vraiment être un test qui a pour but de voir quelle est la résistance de ces balises recyclées et recyclables, voir si la tenue au froid, par exemple, est adéquate. Et pareil, un fournisseur malheureusement qui a une toute petite capacité de fourniture, donc des choses qui restent limitées pour le moment. Voilà pour les initiatives des arcs. Super. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Clémence, d'être disponible pour ce temps. C'est hyper important pour nous d'avoir des initiatives locales et de pas juste vous apporter du contenu sur la pollution, même si ça reste très important. Je repartage mon écran et puis comme ça, on pourra passer la parole à Citeo, qui est, alors, je cherche à partager l'écran, pardon, à Clémence Brutin. Bonjour Clémence. Voilà. On t'entend pas, Clémence, il n'y a pas ton micro. Hop là, Citeo. Alors là, on t'entend pas. Là, ton micro est ouvert, vas-y, essaye de parler. Non, alors ça ne marche pas non plus. Peut-être que c'est le micro du casque qui fonctionne pas. Ah. Là, on n'entend pas non plus. Alors. Eh bien, peut-être que pendant que tu essayes de connecter ton micro, je peux présenter rapidement Citeo, ou en tout cas ce que nous, on en connaît, parce qu'on travaille avec vous, Mountain Riders, et puis certains territoires de montagne travaillent aussi main dans la main avec Citeo, qui est un éco-organisme. Donc, c'est un organisme qui récupère la taxe de responsabilité élargie des producteurs pour régler la question des déchets. Et là, ce qui nous intéresse, nous, avec Citeo, c'est la question des déchets abandonnés dans le domaine de l'emballage. Euh, voilà. Et l'idée aujourd'hui, c'était de parler de la loi. Pardon? Non, non, j'allais compléter. Eh ben, vas-y. On va se faire à deux voix. Non, mais c'est vrai que du coup, bah voilà, c'était quand même intéressant aussi pour nous enfin pour nous et aussi pour vous de vous apporter des éléments sur la loi AGEC, qui est vraiment du coup en fait une loi, bah voilà, qu'on pense être un outil intéressant malgré tout sur bah, en fait la réduction plastique et ce qui est imposé aux entreprises, aux collectivités, aux citoyens à travers cette loi sur la réduction plastique. Donc voilà, en fait, on a sollicité Citeo, qui est un de nos partenaires, pour nous partager dans quelle mesure, en fait, cette loi est intéressante ou pas, et notamment, on va dire, avant-gardiste ou pas par rapport aux autres États à l'échelle internationale. Voilà, c'était un peu pour essayer d'avoir un échange. J'ai l'impression que Clémence n'arrive pas à se connecter. Elle a dit qu'elle arrivait, c'est son ordinateur qui a l'air neuf, Ok, mais on est un d'accord, petit peu en avance, donc c'est pas du tout grave si on patiente d'accord. 3 minutes le temps Du coup, elle va se connecter par qu'elle téléphone. s'installe. Eh ben, je ne sais pas trop, mais Alors, à la très limite, bien. peut-être. Ouais. On n'a pas de pub, mais on peut faire la pause. Non, mais en tous les cas, c'est vrai que pour nous, c'était hyper important d'avoir bah, l'éclairage de Julia, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est ce qu'a dit Margot, hein, c'est que en fait, même nous, j'ai envie de dire, bah voilà, on nous attend souvent sur le poids ramassé en montagne et le nombre de tonnes de déchets sauvages ramassés en montagne. Et en fait, on observe vraiment quand on fait un ramassage, et quand vous avez dû faire des ramassages, vous avez dû le voir, qui a un autre sujet qui est en fait, bah voilà, en fait, limite les gros déchets, on arrive à les ramasser, parfois même à les réutiliser. Mais en fait, le problème, c'est quand les déchets restent très longtemps
une saison, voire plusieurs saisons dans la terre, dans la neige, et que là, du coup, il y a vraiment, on va dire, un effritement, une fragmentation qui a du coup une incidence extrêmement forte sur voilà, la pollution micro. Et que, en fait, voilà, on sait qu'on va avoir du mal, enfin, c'est ce que j'ai retenu hein, de ce que disait Julien, on va avoir du mal à stopper la pollution microplastique, notamment en lien avec les retombées atmosphériques, mais qui a par contre un vrai enjeu de réduction de déchets à la source. Là, Clémence a l'air Alors, de... Clémence, on t'entend, mais ça Ouais. fait un Larsen. C'est bon, là, normalement, vous devez m'entendre. Génial. Parfait. Je suis désolée, j'ai un nouvel ordinateur et il refuse Zoom. Donc, voilà. Aucun souci. N'hésite pas Du à me coup, dire quand tu veux que je passe les diapos. d'accord, super. Alors, je suis avec mon téléphone portable et normalement la caméra sur mon ordinateur. Donc, voilà, on jongle. Mais je veux bien T'inquiète. que, je veux bien que tu puisses avancer. Super. Ça arrive. Voilà, parfait. Et même celui d'après. Ouais. Voilà. Bon, un grand merci à toutes et tous et merci beaucoup de nous laisser l'opportunité d'intervenir pour vous présenter les enjeux réglementaires autour des déchets abandonnés. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Clémence Brutin et je suis responsable chez Citeo de toutes les activités en lien avec les déchets abandonnés qui sont en fait un sujet assez nouveau pour notre entreprise. Donc le but, c'est pas de vous présenter Citeo, mais c'est vraiment de pouvoir vous présenter quel est le cadre réglementaire qui est aujourd'hui impulsé au niveau européen, retranscrit au niveau français pour pouvoir aider les collectivités et les personnes publiques sur le sujet de la lutte contre les déchets abandonnés dont les emballages ménagers font encore trop souvent partie. Vous le savez, il y a des enjeux grandissants autour des déchets abandonnés, puisque c'est des déchets qui, dès lors qu'ils se retrouvent dans la nature, ont un impact dévastateur sur la biodiversité, sur la santé, mais aussi sur les activités économiques, puisque un nombre important de déchets, ça peut avoir un impact sur le cadre de vie, sur la perception de la sécurité qu'ont les citoyens, mais aussi sur l'attractivité économique des territoires. Aujourd'hui, tout ce qui est déchets sauvages, c'est vraiment un symbole de la société de consommation. Ça a créé un ressentiment citoyen qui est très présent. Et lorsqu'on a un ressentiment citoyen qui est très présent, généralement dans la société civile, on se retrouve avec des contextes réglementaires qui sont amenés à se durcir. Et c'est exactement ce qui s'est passé assez récemment quand même à l'échelle de la loi pour tout ce qui est déchets abandonnés. Donc, ce qui s'est passé, et en fait, vous le savez très certainement, c'est qu'en 2019, au niveau européen, une directive qu'on appelle directive single-use plastique, mais en bon français, elle s'appelle directive relative à l'incidence des produits en plastique à usage unique sur l'environnement. Cette directive-là, elle a mis en place tout un tas de principes notamment l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique, et ce dans tous les pays européens. Donc les pailles, les touillettes, des interdictions sur les textiles sanitaires, des réductions de mise sur le marché sur les bouteilles en plastique, etc. Et comme c'est une directive au niveau européen, ça veut dire que tous les pays membres doivent la retranscrire dans leur droit national. Et en l'occurrence, en France, ça a été retranscrit dans ce qu'on appelle la loi AGEC, qui est l'acronyme de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire en 2020. Donc on est aujourd'hui en 2023 et donc tout ce qui a été mis en place dans cette loi de 2020 se retranscrit progressivement ensuite via différents canaux. Et pour ce qui concerne tout ce qui est déchets abandonnés, le canal qui a été choisi, c'est de renforcer les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs. Donc moi, je travaille pour la filière à responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, mais c'est le cas pour toutes les autres filières à responsabilité élargie du producteur. Donc celles qui, voilà, pour les mégots, pour les jouets, pour les navires de plaisance, pour les outils de jardinage, enfin pour le bâtiment, enfin en gros pour toutes les filières REP qui ont été créées nouvellement ou qui existent historiquement, il y a cette obligation de prendre en charge tout ce qui est coût lié aux déchets sauvages. Donc d'une part, tout ce qui est résorption des dépôts illégaux et d'autre part, tout ce qui est coût de nettoiement pour les déchets qui sont de plus petite taille, qu'on appelle les déchets abandonnés.
dont par exemple les canettes, les bouteilles en plastique, les sachets de sneakers, etc. Donc ça, c'est le fait que le contexte réglementaire se durcisse, ça peut être vécu comme quelque chose de crispant, mais en fait, c'est une réelle opportunité parce que ça met un cadre et surtout, tu peux passer le slide d'après, ça apporte des financements, même celui d'après encore, voilà. Merci. Ça apporte des financements que nous, en tant que filière REP, on va pouvoir mettre à disposition des collectivités pour qu'elles mettent en place des choses sur ce sujet. Donc, je vois que le temps file, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ce qu'on voulait vous dire avec Mountain Riders, c'est que quand on a une réglementation qui se durcit au niveau européen, ça se retranscrit dans les cadres nationaux. Et au niveau français, et c'est dans le cas dans tous les autres pays européens, il y a cette nécessité de prendre en charge tout ce qui est coût lié aux déchets abandonnés. Et côté français, on est un peu en avance. On va dire, on a moins tardé, on a moins traîné les pieds que dans d'autres pays européens. Et donc, c'est pour ça qu'on propose aux collectivités qui ont envie de mettre en place des plans d'action, et c'est le cas, on le sait, avec les collectivités de montagne, parce qu'on a vu qu'il y avait un nombre croissant qui s'engageait aux côtés de Mountain Riders pour la signature de la charte. Ben voilà, on leur propose de mettre en place des plans de lutte contre les déchets abandonnés, avec un peu ce triptyque qui consiste à dire le nettoiement, ça ne peut pas tout. Il faut mettre en place des actions diagnostiques pour mieux comprendre et connaître la pollution. Il faut mettre en place des actions de prévention du geste d'abandon pour couper le robinet avant de nettoyer. Et surtout, il faut travailler ensemble au niveau local, c'est-à-dire pas laisser forcément les collectivités ou les services déchets au sein des collectivités travailler seuls, mais vraiment s'atteler à créer une dynamique territoriale sur le sujet. Est-ce que tu peux passer le slide d'après? Ouais, voilà. Merci. Donc vraiment, cet accompagnement de Citeo que je vous ai très brièvement évoqué et qui découle de la loi, il est vraiment complémentaire de la charte montagne zéro déchet sauvage dont vous avez certainement entendu parler de la part d'Émilie et de Margot. Et enfin, dernier slide, comme ça je ne monopolise pas trop la parole. Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre ces plans de lutte contre les déchets abandonnés qui sont totalement, voilà, qui s'inscrivent vraiment à la philosophie de la charte, on met à disposition des collectivités des financements qui sont quand même pas négligeables. Là, je vous ai remis les montants en euros par habitant et par an, voilà, des soutiens financiers qu'on peut vous apporter si vous souhaitez vous engager dans cette démarche de lutte contre les déchets abandonnés à notre côté. Et enfin, dernier slide, on vous a aussi remis quelques éléments si vous souhaitez nous rejoindre et conventionner avec nous. Voilà, le lien vers notre site internet pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce dispositif. Je suis désolée pour le micmac au début, j'aurais essayé de rattraper mon retard en étant brève, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Pas de panique, t'es un peu en avance même, donc vraiment, Ah oui, ah, bon. pas d'inquiétude, vraiment. Est-ce que peut-être il y a des questions qui vous viennent avant de conclure sur des questions à l'ensemble des intervenants. expertes, participantes, témoins, que ce soit Julia sur la pollution microplastique, Marie-Clémence sur ce qui a été mené aux arcs et Clémence sur la partie réglementaire et soutien financier aussi que vous pouvez solliciter à travers Citeo. Voilà, n'hésitez pas soit à lever la main, soit poser des questions directement dans le chat ou même nous faire part d'actions ou en tous les cas d'expérimentation ou de bonnes pratiques que vous pourriez avoir sur vos territoires, dans vos entreprises pour la réduction plastique. Nous, en fait, c'est vrai que on est vraiment, en fait, en tous les cas, le constat qu'on fait, c'est que effectivement, on partage avec vous tous nombreux le fait que le ramassage de déchets, ça devrait faire partie de l'ancien monde et que voilà, c'est un sujet sur lequel tout le monde est quand même engagé depuis très longtemps, que voilà. Et que ça ne devrait plus exister et que vraiment, en fait, on a besoin de se dire que c'est plus le sujet, voilà, de la transition en montagne. Mais par contre, en fait, ce qu'on observe clairement, puis on l'a vu là, quand on monte des webinaires comme ça, on essaye vraiment de trouver des solutions et des actions précises, concrètes que vous pouvez dupliquer. Donc voilà, on a trouvé effectivement l'exemple des arcs à travers les jalons et les bouteilles, mais c'est vrai qu'en fait, on voit qu'on défriche malgré tout
sur la question de la réduction plastique. Donc, on va essayer des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Il y a Bruno. Allez-y, peut-être Bruno, si vous voulez témoigner. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Bruno, je suis responsable QSE Alpe d'Huez de Zalp-la-Grave. C'était juste pour vous signaler une petite chose qui nous était arrivée il y a 2 ou 3 ans dans le cadre de l'entretien du couvert végétal et notamment de la remise en état de ce qu'on travaille. On a travaillé avec du compost local qu'on a fabriqué avec la communauté de communes de Loisan et on en a acheté aussi du normé avec la norme, je n'ai plus vraiment en tête, c'est UC ou je sais plus ce que c'est. Et c'était pour vous dire que eh ben, on a retrouvé plein de fragments de plastique dans ces composts normés bio qui sont achetés par pratiquement tous les agriculteurs bio de la région. Donc en fait, le problématique, c'est quand ils sont tellement broyés qu'arrive le compost, ben, en fait, on les prend pas, ces bouts de plastique, ils sont pleins de terre. Et en fait, nous, on s'est aperçu de ça 6 mois après, quand on a fait notre journée de ramassage des déchets sur les pistes. Et en fait, on avait plein de petits bouts de plastique qui se mettaient au milieu des petites d'herbe qui étaient en train de pousser. Donc, on a mené l'enquête. J'ai même fait une fiche non-conformité aux fournisseurs. Les personnes sont venues sur place. Ils nous ont expliqué que malgré tous les traitements qu'ils peuvent faire, les trémies, retraités, ben, il y a toujours des bouts de particules plastiques qui partent, mais qui seront quand même normés. Donc voilà, c'était juste quand même pour vous dire que j'avais été un peu les jambes un peu assez sciées sur ce coup-là, parce que du coup, ben, on croit bien faire, et puis on se dit que finalement, toute l'agriculture bio, elle utilise ça aussi. Je suis pas sûr que les agriculteurs bio le voient tout de suite, parce qu'en fait, nous, on s'en est aperçu après 5 mois de lavage sur la piste, quoi, en fait, là où les bouts de plastique étaient pleins de terre, ben, ils sont vraiment ressortis, et c'était, mais vraiment, il y en avait pratiquement tous les 50 centimètres, un tout petit bout, un tout petit bout. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager cette expérience qui nous avait quand même assez cloué. Et du coup, on continue à travailler avec notre compost local. On essaye vraiment de. Mais voilà, c'était pour vous partager ça. Ça m'a coupé les jambes, quoi. Voilà, j'étais un peu démuni par rapport à ça. Bah, disons qu'en fait, Bruno, votre témoignage, il illustre bien en fait le fait que en fait, bon, on a beau essayer de s'en défaire, bah, en fait, ça devient tellement petit que du coup, bah, ça passe à la trappe et que ça devient voilà, normalité. Et qu'en fait, le vrai sujet, il est vraiment d'essayer de stopper dès que c'est un gros déchet pour éviter que ça se fragmente, que ça se délite. Et en fait, nous, ce qu'on observe sur les ramassages et grâce à la caractérisation de déchets que Margot vous a partagé en début de séance, où on voit en fait les déchets indicateurs montagne, on compte le nombre d'emballages, le nombre de jalons. En fait, on voit qu'il y a quand même vraiment des déchets qui peuvent être facilement stoppés en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut atteindre une montagne zéro déchet sauvage en 2030, en fait, c'est pas que voilà, encore une fois, un vœu pieux, un truc où on se dit bah tiens, on va balancer ça en l'air et puis on verra si ça tient ou pas. Non, en fait, vraiment, il faut mesurer. Et en fait, quand on regarde les emballages, les fragments de polystyrène, les sticks à lèvres, les forfaits de ski, les jalons, tout ce qui est effectivement tuyaux, tubes, et ben en fait, voilà, si chacun déjà dans notre périmètre d'action, domaine skiable, restaurateur, commune, on fait ensemble des efforts et en fait juste une attention particulière aux choses parce que voilà, c'est aussi voilà de petits gestes au quotidien qui rentrent dans la normalité et qui bah voilà engendre une pollution. Enfin, je vais prendre l'exemple voilà, d'un restaurant d'altitude avec qui on travaille aux Arcs, hein, où en fait, bah, voilà, il y a énormément d'éco-cups, enfin, de fragments d'éco-cups tout autour de la terrasse. Donc en fait, la terrasse est ramassée bah, voilà, tous les jours, toute la saison d'hiver. Voilà. Mais en fait, autour de la terrasse, c'est pas ramassé. Donc du coup, en fait, il y a les éco-cups qui tombent volontairement, involontairement, qui sont broyés par les dameuses, qui deviennent du microplastique. Et donc, en fait, bah, voilà, déjà, là, à partir de cet hiver, il y aura plus d'éco-cups et toute la terrasse, plus tout un pourtour autour de la terrasse sera nettoyé pour que déjà, en fait, cette pollution-là n'existe plus. Pareil, avec une action voilà, spécifique sur les éco-cups. Donc, en fait, on peut, on va dire, si on s'en tient à des petites choses sans être une usine à gaz, on peut déjà vraiment réussir à stopper nombre
de pollution. Là, je me donnais l'exemple des éco-cups, mais en tous les cas, voilà, ça peut en être. Il y a Carole, peut-être, si tu veux prendre la parole. Voilà, Carole de Font-Romeu, qui est très, très active. Mille merci, Carole, de tout ce que tu fais. Bonjour. Non, moi, c'était juste pour raconter ce qu'on allait entamer comme travail avec Citeo, puisqu'on a répondu à l'appel à projet pour le réemploi. Donc, suite aux différents ramassages, caractérisation, engagement dans la charte, où on voit que les emballages plastiques et ménagers sont grandement responsables de la pollution au plastique. Du coup, comme on est gestionnaire en régie d'un restaurant d'altitude, qui a un volume de 1200 fourchettes jour à peu près, sur du self et de la restauration emportée. On s'est dit qu'on avait un outil quand même assez impactant pour travailler sur de la réduction à la source. Et du coup, on a répondu à l'appel à projet de Citeo sur ce thème-là, du réemploi. Et on vient juste d'être accepté pour commencer de travailler sur ce sujet-là. Voilà. Et ça, c'était la première chose importante. Par contre, on n'a pas contractualisé encore, peut-être ça va venir, pour les actions le plan de lutte là, contre les déchets abandonnés. Mais bon, à voir. Et après, je veux vous partager une information que j'ai apprise aussi cette semaine, parce que le département des Pyrénées-Orientales organisait une journée de rassemblement qui s'appelait Zéro déchet dans la nature. Et elle a aussi un appel à projet qui nous permet d'avoir des financements. Et en fait, des associations qui ramassent les déchets le long des routes nous expliquaient que l'entretien des bords de route par les épareuses, les faucheuses, elles broyaient en fait les déchets qui pouvaient s'y trouver, et du coup qui étaient de plus en plus difficiles à ramasser. Donc il y avait eu une demande de leur part d'être informés des entretiens pour pouvoir passer avant. Et du coup, voilà, c'est encore un autre sujet. Voilà, sur les microplastiques. Bah, le témoignage de Carole est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a vraiment observé, nous, qu'il y avait effectivement, comme le dit Carole, quand même un sujet en lien avec la restauration, enfin voilà, altitude, enfin restaurant d'altitude ou front de neige. Alors, il y a des choses toutes bêtes, hein, encore une fois, qui peuvent être mises en place pour stopper la pollution plastique. Voilà, arrêter les sucrètes en papier, arrêter les miniardises, voilà, avec emballées dans du plastique à usage unique et individuel. Enfin, voilà, on peut proposer en respectant les règles sanitaires du sucre et on va dire une milliardise sans aucun emballage. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites une fois qu'on a écoulé les stocks, parce que souvent il y a des problèmes de stock qui restent dans les restaurants, mais vraiment on vous engage à le faire parce que ça coûte pas plus cher en plus. Et effectivement, en fait, on sent qu'il y a un vrai besoin d'expérimenter les consignes, le réemploi, et qu'on a vraiment besoin de territoires qui sont partants, motivés, moteurs, hein, pour voilà, embarquer avec eux des restaurateurs. Et donc, voilà, ça va être chouette de pouvoir vivre cette expérimentation à Font-Romeu. Voilà, donc ça veut concrètement dire en fait une étude de faisabilité, voilà combien ça va coûter de mettre en place un système de réemploi pour la vente en porting pour tout ce qui est snacking. Et puis après, à terme, comment ça peut se mettre en place l'acquisition, le passage à l'échelle. Donc voilà, donc vraiment grand merci Carole de tout le travail que tu fais. Et s'il y a d'autres territoires ou acteurs hein, qui sont motivés pour qu'on vous soutienne moralement sur le travail d'expertise et avec voilà Citeo, vraiment on est on sent qu'on défriche encore une fois vraiment sur ces sujets de réduction, qu'il n'y a pas un exemple ou des solutions miracles, mais vraiment plusieurs bonnes pratiques à mettre bout à bout de différents acteurs. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions, peut-être avant que Margot fasse le final? Juste pour rebondir là, sur ce que tu dis, Julia, sur le fait qu'on relargue des particules d'usure issues des pneus, nous, on dit beaucoup aussi que le sujet des déchets en montagne, c'est un sujet qui fédère beaucoup, parce on n'est pas sur un sujet clivant, on n'est pas en train de parler de neige de culture ou autre.
on est sur une problématique qui est partagée et pour laquelle tous les acteurs vont à peu près, ou voire complètement dans le même sens. Et donc effectivement, c'est un peu une porte ouverte qui peut permettre après d'aller vers d'autres usages en montagne. Et donc là, ce que tu soulèves, la mobilité. Mais pour l'instant, l'entrée reste le déchet et ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas réfléchir sur les autres aspects. Mais merci beaucoup parce que j'aurais pas du tout pensé à ça, aux particules de plastique qui sortent enfin, du caoutchouc, qui viennent des pneus. Oui, effectivement, en fait, c'est des. Je vais remettre la caméra. C'est des études qui sont toutes récentes sur les particules d'usure de pneus. Et effectivement, il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que c'est une source vraiment majeure au milieu aquatique et autres. Et puis aussi, c'est des fragments en fait qui peuvent être vraiment micrométriques et donc très volatiles. Et peut-être même se retrouver dans des sites isolés comme des lacs d'altitude, mais c'est vraiment des études qui sont au tout début parce qu'il y a des soucis analytiques. Il y a des choses qui sont compliquées voilà, pour étudier ce type de microplastique-là. Mais oui, il y a vraiment plein de choses à faire sur plein d'aspects, comme effectivement aussi la voiture. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour vos interventions, parce que comme on l'a dit, c'est hyper essentiel pour nous de pas juste arriver en tant que mountain riders, parce que enfin, vous nous connaissez, et ceux qui ne nous connaissent pas, on sait parler de nos projets, on sait parler de ce qu'on connaît, mais il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus expertes sur des sujets à la fois techniques et à la fois des solutions trouvées sur les territoires. Si vous mettez en place des choses dont on n'a pas du tout connaissance, on est hyper curieuse aussi de voir comment ça fonctionne chez vous pour essaimer ces bonnes pratiques. On est persuadé que la meilleure façon d'y arriver, c'est quand même ensemble et en partageant nos idées. Si vous avez des idées, des envies d'expérimentation sur vos territoires, n'hésitez pas à venir vers nous parce que c'est notre job de vous filer un coup de main, de réfléchir à la mise en place, au financement, de vous aider à mettre de l'énergie là-dedans. L'idée aussi, c'est peut-être de vous montrer que sur des problématiques ou peut-être sur certains territoires ou dans certaines organisations, on se sent seul. Nous, Mountain Riders, on est aussi là pour vous aider dans toutes ces questions de transition. Si plus personne n'a de questions ou d'interventions, on va pouvoir conclure. Là, je reviens un peu sur ce qui a déjà été dit, notamment par Émilie, mais des solutions qu'on préconise et qui ont été discutées un peu avec des acteurs de terrain et qui paraissent assez simples à assez simples en tout cas, qui ne demandent pas de changer complètement de modèle. C'est la question des jalons de piste, comme on a vu pour les arcs. C'est la question du vieillissement des tapis. Les tapis, par ailleurs, pour info de remontée mécanique, il y a une ESF qui a essayé de changer une partie des tapis du Jardin des Neiges. Cette personne-là n'est pas intervenue aujourd'hui parce que ça n'a pas fonctionné. Enfin, le tapis de remplacement, la matière qui a été trouvée ne convenait pas, elle se délitait complètement. Et donc, même si on avait un matériau apparemment sans danger, on avait des tapis qui avaient une durée de vie, qui se détruisaient trop rapidement à l'usage. En tout cas, il y a des solutions qui sont en recherche. Euh, mais la remontée mécanique et les tapis de jardin des neiges, c'est quand même des choses qu'on retrouve beaucoup. Les panneaux, ce qu'Émilie disait, le réemploi sur la vente à emporter, qui reste un gros problème, que ce soit les fontaines à eau, les consignes, les petits emballages uniques, etc. Sensibiliser les vacanciers, ça peut être une chose parce qu'on dit toujours que les déchets ne sont pas seulement le fruit du tourisme, histoire de changer ce mantra qu'on entend des fois en disant oh là là, les touristes ils ramènent leurs déchets alors qu'on sait que c'est pas vrai. On sait aussi qu'il y a des choses qui tombent des poches. Donc, si vous souhaitez mettre en place une campagne de sensibilisation pour les touristes, on est complètement là pour vous aider aussi. Et enfin, si je peux rappeler les dates des prochains webinaires, là, je vous ai mis toutes les dates. Donc, on a les dates Flocon Vert et Montagne Zéro Déchet qui s'intercalent. Donc, en janvier, vous parlerez avec Colline, du coup, je crois, de l'aménagement au ménagement. Et ensuite, ce sera de nouveau Montagne Zéro Déchet pour la question du cycle de l'eau. Encore l'eau le mois d'après. Puis la consigne où on aura encore des contenus à vous apporter, la biodiversité et enfin, en juin, l'économie circulaire. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez des choses à nous partager. On apprend toujours mieux
en regardant ce qui se passe autour de nous. Je vous partage aussi la bibliographie de tout ça, ça vous sera envoyé, le support et aussi le replay, parce que cette fois-ci, on l'a enregistré correctement, on progresse toujours. Euh, et n'hésitez pas à écrire dans le chat avant de partir, si vous le voulez, euh, ce qui vous, comment vous avez vécu ce webinaire, ce qui vous a touché, euh, et si vous repartez avec quelque chose, un prochain pas, une idée que vous voudriez mettre en place, qui est déjà mis en place, auquel vous pensez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à nous le partager, à le partager aux autres. Et encore une fois, on reste complètement à votre écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Émilie, tu veux rajouter un mot. Je veux juste rajouter grand merci déjà à Margot et puis à toutes les trois, Julia, Marie-Clémence et Clémence, d'être là. Et en fait, juste pour terminer, donc vraiment pour dire que des plans de réduction de déchets sauvages à la source sont vraiment dans les starting blocks pour l'ensemble des filières. Donc, on était encore ce matin avec l'ANMSM et l'ANEM pour les communes qui vont diffuser dans le courant du mois de janvier les plans de réduction à toutes les communes pour pouvoir vraiment faire en sorte que les communes s'engagent dans la charte et le plan de réduction de déchets sauvages à la source. Domaine skiable de France, on l'a validé la semaine passée, donc pareil, ça devrait être dans le courant du mois de janvier que toutes les sociétés de domaine skiable vont être mobilisées, sollicitées pour signer la charte et mettre en place le plan de réduction des déchets sauvages à la source. Les écoles de ski, elles ont déjà été sollicitées, elles vont de nouveau l'être. Nordique France, donc pour tout ce qui est espace nordique, va ressolliciter les espaces nordiques aussi là dans le courant du mois de décembre ou janvier. Et pareil pour les commerces. Donc vraiment, en fait, on essaye à travers ces petits plans d'action, on le sait, qui sont quand même des petits pas dans le fait de stopper la réduction de déchets à la source, mais on y est vraiment engagé et on est vraiment dans du très concret, dans du très facile. Voilà, en tous les cas, c'est vraiment des solutions. Et il y a Elodie que vous ne voyez pas, mais qui complète notre super équipe Montagne Zéro Déchet de Mountain Riders. Voilà, qui a fait une plateforme pour pouvoir télécharger les chartes, télécharger les plans de réduction en fonction que vous soyez une commune, un domaine skiable ou une école de ski, etc. Et en fait, vous pouvez télécharger tout ce qu'il faut, les remplir, les signer et nous les renvoyer sur une même plateforme unique. Donc voilà, ça c'est effectivement peut-être qu'on pourra rajouter dans le diapo le lien vers cet outil voilà, qui vous permettra vraiment de vous engager très concrètement dans l'objectif national montagne zéro déchet sauvage en 2030. Je te laisse le mot de la fin, Margot. Le mot de la fin, c'est encore une fois merci d'avoir participé, d'être intervenu, d'avoir apporté votre vécu, votre expertise, etc. On vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.